I was always on the run, worried by what I'd become. Bonjour, je suis Déborah du blog See You Son. Mes invités sont des mamans multicasquettes, des warriors du quotidien, des femmes qui gèrent et qui galèrent comme vous, comme moi. Elles nous parlent de ce marathon aussi passionnant qu'épuisant qu'est la maternité. J'espère que leurs témoignages, leurs combats, leurs expériences vous inspireront et vous permettront d'être enfin la mère que vous avez toujours voulu être. I sing you my song. Ma première invitée m'intrigue autant qu'elle m'épate. Sur Instagram, où elle est suivie par près de 280 000 personnes, Jill, 32 ans, annonce être maman de 3 enfants, chasseuse de fantômes et saltimbanque à ses heures perdues. Jill a 1000 vies en une. Elle est influenceuse, présentatrice télé et elle cartonne sur YouTube avec des vidéos s'intéressant au paranormal. Sa vie professionnelle chargée ne l'empêche pas d'éduquer sa fille et ses 2 garçons avec une énergie que je lui envie. Avec la franchise qui la caractérise, Jill m'a raconté son expérience de mère. Elle m'a parlé de sa première grossesse, pas tout à fait programmée, du papa qui a refusé de reconnaître son bébé, de la rencontre avec le père de ses 2 garçons, de leur mariage, de leur rupture, de ses semaines en solo aujourd'hui. La vie sentimentale et familiale de Jill n'a rien d'un long fleuve tranquille, mais elle saute chaque obstacle avec brio. Jill est une slasheuse. Elle est la preuve qu'on peut être mère, femme et avoir de l'ambition professionnelle. Elle refuse de choisir et elle a bien raison. Bonsoir Jill. Bonsoir Déborah. Merci de m'accueillir chez toi pour discuter d'éducation, de maternité. Tu as des choses à dire et donc je suis là pour les entendre. Je voudrais d'abord que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas et d'ailleurs même pour ceux qui te connaissent, que tu nous refasses un petit topo de qui es-tu, de qui est composée ta famille, donc qui sont tes enfants, quel âge ils ont, comment est-ce qu'ils s'appellent et est-ce que tu as un amoureux. Donc je m'appelle Jill van der Meulen, aussi connue sous le pseudonyme de Silent Jill sur les réseaux sociaux. Je suis animatrice télé et youtubeuse. J'ai 3 enfants, une petite fille de 9 ans et demi, Bella June, un garçon de 7 ans, James, et un petit garçon de 4 ans et demi qui s'appelle Jude. Et j'ai un amoureux. Est-ce que tu as toujours voulu être maman ? Est-ce que c'est vraiment le rêve de ta vie ? Alors j'ai toujours voulu être maman depuis toute petite. Quand on me demandait ce que j'avais envie de faire plus tard, j'avais pas envie de faire un métier, j'avais envie d'être maman, d'avoir ma maison avec mon chien, mon mari et mes enfants. C'était mon rêve ultime. Je viens d'une famille de parents divorcés. J'ai mal vécu ce divorce de mes parents, malgré mon très jeune âge. J'avais 2 ans et demi quand mes parents ont divorcé. Et pourtant, ma maman raconte que pendant toute une période, j'ai totalement arrêté de commencer à parler à cet âge-là, dû au divorce. Et puis, toute mon enfance et toute mon adolescence, je me suis toujours un peu sentie trimballée entre 2 familles. J'ai 4 demi-frères et sœurs. Ma maman a eu encore 2 enfants, mon papa 2 enfants. Et donc, je rejoignais à chaque fois, chaque semaine, une autre famille qui avait un quotidien en fait normal tout au long de la semaine, alors que moi j'arrivais avec une valise chaque semaine, quoi. Donc ça a été difficile à vivre et avoir ma propre famille et mon propre chez moi était vraiment vital. J'ai d'ailleurs emménagé très tôt toute seule. Je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans et demi. Et j'ai commencé tout de suite à travailler et j'ai eu ma première fille à l'âge de 22 ans. C'était pas prévu comme ça. Alors il faut savoir que je sortais d'une relation de 5 ans qui était une relation amoureuse, ma première relation amoureuse, totalement abusive, avec quelqu'un de violent, aussi bien physiquement que psychologiquement, totalement jaloux et intolérant. Et donc on n'avait pas vraiment conscience de qu'est-ce qu'un couple normal, qu'est-ce qu'un couple sain, venant d'une famille aussi recomposée, avec des parents divorcés, etc. J'ai une grand-mère qui a divorcé très tard, pour qui ça a été extrêmement douloureux, un grand-père qui est parti avec une secrétaire plus jeune, enfin voilà, un peu les stéréotypes des mauvaises séries B, tu vois, mais bon voilà, vécu et adolescente, je me rappelle avoir été ramasser ma mamie dans son jardin par terre parce que elle était au bout du rouleau, quoi. Mm-hmm. Et donc voilà, j'ai jamais eu une image très saine du couple et donc pour moi me construire en tant que femme dans un couple, ça a été très compliqué pendant très longtemps. J'ai dû vraiment apprendre toute seule en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis j'ai rencontré ce qui je pensais être le prince charmant, le dieu vivant,
Un beau mec d'1m95, métis. Tout le monde le voulait. Le barman à Bruxelles, que tout le monde kiffait. J'avais 21 ans, j'étais comme une dingue. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Et je suis tombée enceinte. Sans que ce soit voulu. Et puis je me suis dit mais merde quoi, tu vois, enfin il a pas voulu assumer, il est parti dès que j'ai annoncé que j'étais enceinte, alors que je pensais qu'on allait faire notre vie ensemble et que c'était pas grave, tu vois, c'était un heureux événement et c'est pas grave que ça arrive à ce moment-là. T'as déchanté au moment où tu lui as annoncé, quoi. Ah, j'ai déchanté de ouf parce que j'étais persuadée que qu'il allait dire ok, ben ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais je t'aime à mort et j'envisage de toute façon de faire ma vie avec toi, donc que ce soit maintenant ou dans 5 ans, ça ne change rien. Il faut savoir qu'on avait tous les deux une situation financière qui était tout à fait stable. Moi, j'avais un boulot depuis 5 ans, j'avais un appartement que j'avais acheté avec un beau 2 chambres, donc aucune raison matérielle et financière et socio-économiquement parlant de ne pas avoir cet enfant. Donc j'ai dit bah tu t'en veux pas gérer, tant pis, je vais le faire toute seule et je vais me débrouiller toute seule et ce sera moi et ma fille et de toute façon je veux plus personne dans ma vie, times. Et 3 mois plus tard j'ai rencontré enceinte l'homme qui est devenu mon mari, mais non mon ex-mari, mais le père aussi de mes 2 garçons. Et donc j'avais dit plus jamais et en fait 3 mois plus tard je suis tombée amoureuse de ce garçon là quoi. Et j'avais 21 ans puisque j'étais enceinte. Est-ce que tu te souviens de comment tu as vécu ta grossesse? Comment tu te sentais à ce moment-là? Je l'ai vécu quand même assez sereinement parce que j'ai une famille qui m'a quand même bien entourée. J'ai une maman extraordinaire qui a été là de A à Z. D'ailleurs c'est ma maman qui était présente à mon accouchement de ma fille. Et elle s'est vraiment occupée de moi aux petits oignons. Elle a décoré toute la chambre avec moi. Elle m'a financièrement donné des petits coups de main pour que je puisse m'acheter, parce que bon voilà, un enfant ça coûte cher, on n'y pense pas spécialement quand on en fait un, mais quand on a besoin de tout pour le premier enfant, j'ai quand même eu beaucoup d'aide. Et puis le garçon, enfin mon ex-mari qui était avec moi à l'époque, a été quand même adorable. Et donc voilà, j'ai eu des très très bons moments pendant ma grossesse. Tu t'es quand même sentie entourée, pas par la personne qui aurait dû être là, voilà. Mais en tout cas entourée, quoi. Oui. Du coup, lui, il est sorti du décor. Il est plus jamais. Il est sorti du décor pendant quelques années. Je suis toujours restée en contact avec sa famille, en très bons termes avec ses sœurs et avec son frère. Que ma fille a vu à plusieurs reprises depuis qu'elle est petite. Elle a fait la demande à plusieurs reprises de savoir exactement qui était son géniteur, son père biologique. On n'a jamais été contraire de toute façon à lui dire la vérité et à lui expliquer comment les choses s'étaient faites et d'où elles venaient. Et depuis peu, on a repris tous un peu contact pour essayer de voir comment faire par la suite pour que Bella grandisse le plus paisiblement possible et soit une ado épanouie. Et donc, on attend son feu vert maintenant à elle pour qu'elle puisse le rencontrer. Mais lui est prêt aussi à faire quelque chose, quoi. Tout à fait. Et donc, du coup, tout ça vient aussi d'une volonté de ta part d'un peu resserrer les liens, vu que toi, t'as un petit peu vécu ça pas super bien quand tes parents divorçaient. Est-ce que voilà, t'as envie, du coup, de lui offrir quelque chose que toi, t'as peut-être pas eu Le bien-être de mes enfants passe avant, évidemment, tous les sentiments que moi, je peux éprouver. Il faut savoir aussi que je suis la personne la moins rancunière sur cette planète. Je peux détester quelqu'un un jour qui m'a fait la pire crasse et pardonner le lendemain. Donc, je suis vraiment pas rancunière. Donc, tu as pardonné. Donc, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai toutes les choses pénibles qui me sont arrivées, même si elles étaient dues à une tierce personne, j'ai toujours pardonné pour pouvoir, moi, avancer. Je pense que c'est une de mes philosophies de vie. Et je pense que quand on pardonne et quand on accepte les erreurs des autres ou les choix des autres qui ne sont pas spécialement les siens, dans ce cas présent, par exemple, dans ce cas-ci avec ma fille, j'ai quand même quelque part obligé ma grossesse à quelqu'un qui n'en avait pas envie et qui était avec moi depuis 6 mois et qui avait 22 ans. À 31 ans, je me dis, ok, je peux comprendre aussi sa réaction. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais rien exigé aucun argent, jamais exigé aucune contrainte, et aucune responsabilité de sa part, parce que c'était purement mon choix. Donc j'ai aussi accepté que pendant toutes quelques années, il n'avait peut-être pas la maturité pour pouvoir gérer ça.
Et donc, oui, je pardonne très vite, ce qui me permet d'avancer et de faire des bons choix aussi pour mes enfants. Comment est-ce que du coup, après avoir connu ce moment test de grossesse heureux, 3 secondes après, plus du tout, puisque papa n'a pas envie d'être là, comment est-ce que tu as eu envie de remettre ça ? Parce que je voulais je voulais avoir plusieurs enfants et je voulais avoir des enfants qui étaient quand même rapprochés en âge. Moi, j'ai 10 ans d'écart avec mon frère qui est le plus âgé. Et je me rappelle enfant avoir demandé à ma maman si elle pouvait pas adopter une petite fille de mon âge, parce que moi je pouvais jamais jouer avec mes frères et sœurs, ils étaient beaucoup trop petits. Maintenant j'ai des liens avec eux qui sont extraordinaires, parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir le même âge qu'eux maintenant, c'est ça qui est génial. Mais ça s'annule presque à un moment. Mais de dingue, c'est vraiment fou. Il y a quasiment plus de différence d'âge. Moi, je fais tout avec ma sœur, quoi. Je sors, je fais des festivals, je sors en pyjama. Enfin, et ma sœur a 20 ans, donc on a quelques années d'écart, et pourtant on n'a pas du tout l'impression qu'il y a un écart entre nous. Mais quand j'étais petite, c'est vrai que ça m'ennuyait parce que j'avais personne avec qui vraiment jouer. Et donc je m'étais dit, moi je veux avoir des enfants rapprochés en âge pour qu'ils puissent vraiment avoir une connexion encore plus forte et qu'ils puissent grandir ensemble. C'était le choix de mon ex-mari d'avoir un petit garçon aussi, un enfant assez rapidement. Et donc j'ai eu mon petit garçon 2 ans plus tard. Donc finalement, tu as rebondi assez vite. Exactement, avec une annonce qui faisait plaisir à tout le monde. Et on a pu faire une véritable annonce avec... je me rappelle, on avait fait pour annoncer la venue de James. J'avais écrit une lettre à sa maman, à lui, à ma maman, où j'expliquais donc voilà, je suis j'avais dit que j'étais un locataire d'un appartement et que malheureusement dans 9 mois j'allais être sortie de chez moi et que j'allais avoir besoin de soutien et de famille autour de moi, et je me rappelle qu'il comprenait rien du tout. Il disait, mais enfin, qui se fout furieux, qui me demande de l'héberger de temps en temps, parce que j'avais dit la seule chose dont j'ai besoin, c'est de temps en temps de m'héberger quand ce sera nécessaire, me donner surtout beaucoup d'amour, beaucoup de câlins et tout ça. Et puis j'avais noté votre futur petit enfant. C'est ça, il a fallu qu'ils arrivent là pour comprendre. Il a fallu la fin de la lettre pour qu'ils comprennent, mais c'était super drôle au niveau des réactions, c'était vraiment génial. C'était plus évident du coup. Oui, c'était finalement une grossesse désirée, normale, dans un couple qui s'aime, qui vit ensemble et qui a son quotidien déjà bien établi, quoi. L'accouchement, du coup très bien. Pour ma fille, très bien aussi. Bon, pour ma fille, c'était ma maman qui était avec moi. Parce que mon copain, mon ex-mari qui était déjà avec moi pendant ma grossesse, trouvait ça un peu trop intime que d'être présent à l'accouchement, et puis il était fort jeune aussi, donc il n'avait pas spécialement le cran d'être là, donc c'est ma maman qui a été présente. Et pour mon fils, ça s'est très bien passé aussi, mais à la fin de mon accouchement, je me suis dit si j'ai encore un enfant, je n'accoucherai plus de la même manière. C'est-à-dire j'ai décidé pour Jude, donc mon 3e enfant, d'avoir un accouchement 100% naturel, que j'ai fait au Cocon à Erasme, qui est un endroit que je conseille vivement à toutes les femmes qui ont envie de vivre cette expérience de l'accouchement naturel en présence de sage-femme et pas d'un gynécologue. En tout cas, pas si ce n'est pas nécessaire. C'est finalement plus ou moins la même manière que d'accoucher chez soi ou dans une maison de naissance, sauf qu'on est dans un hôpital et que s'il y a le moindre problème, on a juste à descendre d'un étage. Et pour arriver à cette réflexion-là, tu penses que ça a été ça a été une sorte de étape après étape, genre Bella, voilà, t'es passée un peu à côté de toute cette joie, cette facilité, ce côté évident. Oui. Donc du coup, l'enfant d'après, bon là, tu l'avais. Oui. Du coup, t'as accouché comme j'imagine, t'as dit de faire. Exactement. C'est-à-dire, on te parle de péridurale. C'est ça, voilà. On parle de péridurale, on te parle d'épisio obligatoire, parce que sinon, c'est la catastrophe. Hein. C'est avec tous les préjugés qu'on t'a déjà mis en tête, les a priori qu'on Et j'ai vécu vraiment l'accouchement à la chaîne. Bonjour, merci, au revoir, quoi. Et du coup, il y a eu le 3e. Et du coup, il y a eu le 3e où j'ai dit, je veux plus du tout vivre ça. Je veux un accouchement... on me laisse le temps d'accoucher, en fait. On ne me bourre pas de médicaments pour que ça aille plus vite. Parce que c'est ça qu'il y a eu avec James. C'était un 15 août.
Et pour parler vraiment, ça faisait chier tout le personnel que je sois là, un 15 août, en sous-effectif. Allez, la personne qui te fait tes injections de péridurale. L'anesthésiste. Une anesthésiste qui, à mon avis, sort de l'école et qui m'a raté 4 fois. Quand même, mon anesthésie à péridurale, donc 4 piqûres dans le dos, où on te dit de pas bouger, mais elle te pique dans un nerf et t'as ta jambe qui fait 3 bonds. Et donc t'as peur d'être paralysée à vie. Et puis un gynéco qui arrive en jogging parce que c'est le 15 août et qui te fait une épisio de 5 cm parce que ça va plus vite et puis il peut retourner à son barbecue après, quoi. Et ça, je me suis dit, no fucking way que je refais un accouchement comme ça. C'est ni bon pour moi, ni pour mon corps, ni pour mon enfant. Tu te souviens, t'as déjà dit ça sur le moment, pendant que ça se passait, parce que parfois on s'en rend compte après, mais sur le moment on est tellement dedans, et puis la douleur aussi, parce que la péridurale, tu sens des choses, quoi. Puis c'est bouleversant, c'est plein de choses, donc tu te souviens vraiment que tu t'es dit sur le moment, non, plus jamais. S'il y en a un troisième, jamais ça. Ah ouais, vraiment, sur le moment même, je me suis sentie vraiment comme un numéro dans un hôpital allez, c'est bon, c'est fini, hop, à la suivante, quoi, qu'on ramène la suivante. Il y a beaucoup de femmes qui ont libéré leur parole par rapport à ça, violence obstétricale. Est-ce que t'as l'impression que c'est vraiment ça que t'as subi? Ah, tout à fait. Ah, oui, vraiment, tout à fait. Moi, c'est ce que je disais, j'ai vraiment eu des beaux accouchements. Ce qui a été un calvaire, ça a été l'épisio les 3 semaines après, quoi. C'est ça qui m'a fait me dire, mais en fait, j'ai même pas plus envie d'avoir un enfant à cause de l'accouchement, j'ai juste plus envie d'avoir un enfant parce que l'épisio pendant 3 semaines, puis quand on vient te retirer tes fils 3 semaines plus tard, c'est juste un véritable calvaire. Et ouais, tu t'occupes pas de ton enfant en mode détendu parce que t'as mal. Non. Et puis surtout, alors j'ai reçu je ne sais combien de tonnes de médocs pour accoucher plus rapidement, donc je suis très sensible aux médicaments, donc j'ai été fatiguée, malade, nauséeuse après, pas bien, mal, pas pouvoir aller faire pipi, pas oser aller à selle parce que tu te dis je vais exploser le bazar si je vais à selle. T'oses rien faire, t'es pas bien, t'as mal partout, c'est l'enfer. Tu profites moins de ton bébé, t'es beaucoup plus en tension, t'es plus fatiguée. Du coup, il ressent, du coup, lui est nerveux. Du coup, ouais. Voilà. Et l'accouchement avec Jude, mais quel bonheur, quoi. Si toutes les femmes peuvent se dire, allez, j'ai la force mentale et physique que pour accoucher sans péridurale et sans épisio, c'est le bonheur, quoi. J'ai accouché de Jude dans la pénombre avec 4 femmes autour de moi qui parlaient tout bas, qui chuchotaient, qui m'ont vraiment fait me sentir bien, qui m'ont accompagnée jusqu'à la délivrance, ça c'était extraordinaire, en me donnant Jude sur moi, avant de demander à Loïc, donc leur papa, de couper le cordon, elle m'a fait tenir le cordon dans mes mains et elle m'a dit: sentez, vous allez sentir les battements de cœur, c'est la dernière chose qui vous relie, vous et votre enfant, physiquement. Elle dit: avant qu'on coupe, je veux que vous sentiez les battements de cœur. Et ça, c'était magique, quoi. C'était extraordinaire. Et puis, moi, j'ai accouché dans un bain, donc le temps qu'elle me lave, il a fait du pot à pot avec son papa. Et puis, il est venu sur moi. Donc j'ai accouché sans épisio, j'avais une micro-déchirure, mais même pas d'un demi-centimètre, donc rien, quoi, vraiment une égratignure, quoi, rien du tout. Elles m'ont laissé le petit pendant plus de 3 heures sur moi, sans qu'on y touche, sans geste invasif, sans aller vérifier qu'il a des glaires, pas de glaires, machin, elles mettent des lampes dans les yeux, rien. Elles ont dit: on a bien assez de temps que pour faire ça en fin de journée. Il va bien, vous allez bien, tout va bien. Et on est restés couchés à 3 dans cette pièce dans la pénombre pendant plus de 3 heures, et puis seulement quand nous on a fait la demande, on nous a amenés dans notre chambre à la maternité, quoi. Et puis là seulement, ils ont vérifié tous les paramètres du bébé. Mais tout a été fait dans la douceur et dans la manière dont physiologiquement et naturellement ça devrait se passer comme ça chez tout le monde, quoi. Et donc on n'a pas parlé, ce petit troisième. Oui. Est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là, voilà, c'est le petit dernier? Est-ce qu'on se relance pour un petit dernier, ou c'était voulu, c'était la surprise. Il est né un 28 décembre, donc on l'a appelé le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël qui était pas prévu, mais qui a été super bien accueilli, et tout le monde était ravi qu'il soit là. Et donc on a dit bon, bah allez, c'est reparti. De toute façon, que ce soit 2 ou 3, c'est la même misère à la maison, c'est le même paquet de linge à nettoyer, donc c'est pas un t-shirt en plus qui va nous embêter. Donc on a dit, bah allez, allons-y, soyons fous,
c'est parti, quoi. Est-ce que avoir un enfant pour toi, ça fragilise le couple ? Il faut avoir un couple qui est vraiment bien solide. Quand j'ai des copines ou des copains qui me disent « Ouais, moi, ça fait 6 mois que je suis avec ma meuf, putain, on n'arrête pas de s'engueuler. » Je suis là. Vous vous engueulez alors que vous n'avez aucune responsabilité. Pas de contrainte. Pas de contrainte. Il y a rien qui devrait faire que vous vous engueuliez. Je dis ouais, mais réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit, parce que après tu inclus une tierce personne dans le game, et si ça se passe mal, c'est tout le monde qui en pâtit, la famille et l'enfant en premier. Mais c'est sûr que ça fragilise très 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 fort le couple. Ouais, vraiment. Ça a joué dans votre séparation parce que vous êtes séparés ? On s'est séparés, ça a joué dans cette séparation parce que Jude était beaucoup plus voulu et beaucoup plus facilement accepté par moi que par mon ex-mari, on avait une fille et un garçon, pour lui c'était bon, c'était fini, c'était 2 enfants et c'était parfait. Un 3e n'était pas prévu. Il vient d'avoir un 4e, donc... Comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. Pas avec moi, hein, mais il vient d'avoir une petite fille, donc comme quoi... Peut-être qu'il était encore trop jeune à ce moment-là aussi, et que c'était pas le moment. Voilà, il n'était pas prêt. On a eu beaucoup de soucis de santé avec James, ce qui a fait aussi que ce 2e enfant n'avait pas été une mince affaire quand il était tout petit. Et donc entre les allers-retours à l'hôpital, parce qu'on a un petit qui a un reflux gastro-œsophagien puissance 1000 et qui fait des bronchiolites toutes les 2 semaines. Et qui dort mal, du coup. Et qui dort horriblement mal. Forcément, t'as pas spécialement envie d'avoir un 3e 2 ans plus tard, quand ça commence seulement à se calmer. Donc c'est vrai que ça a fragilisé le tout. Et puis on s'est séparés surtout parce qu'on avait grandi et évolué de 2 manières totalement différentes, que ce soit professionnellement ou même socialement parlant, de par nos goûts, nos envies, et on était devenus totalement incompatibles en tant que couple. En tant que personne, quoi. En tant que personne, ouais. C'était juste que ça n'allait, il y avait plus rien, on n'avait plus rien en commun, on n'avait plus rien à se dire, on n'avait plus de passion commune, et j'ai mis un terme à notre relation avant que ça ne devienne la catastrophe, et qu'on ne sache vraiment plus se voir en peinture, quoi. Donc j'ai préféré mettre un terme à ce moment-là, ça a été très difficile pendant 6 mois, parce qu'il a fallu qu'il accepte aussi que je décide de mettre un terme à notre vie de famille, à notre vie de couple. Lui se laissait un petit peu finalement porter dans ce quotidien qui était devenu insipide et monotone, on peut vraiment le dire comme ça. Et moi je lui ai dit, mais là tu te complais dans une situation, dans une solution de facilité, parce que je gère tout, et c'est vrai que je gérais tout. Mais on n'est pas heureux, personne n'est heureux, les enfants le sentent, nous on l'est pas non plus, et moi je vais pas rester dans juste pour les camps dira-t-on, ou une solution de facilité. C'est pas ce que je voulais pour mes enfants, puisque j'avais toujours dit, moi je divorcerai jamais, je ferai pas comme mes parents. Finalement j'ai fait comme mes parents, mais en même temps je me suis dit, merde, moi aussi j'ai qu'une vie, je vais pas être malheureuse jusqu'à ce que mes enfants aient 20 ans et soient partis de la maison pour après refaire ma vie. Oui, et presque leur en vouloir et se dire, je reste parce que vous êtes là, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment horrible. Et je me suis dit, rien de tel que d'avoir des parents qui sont heureux, et de voir ses parents heureux, même s'ils refont leur vie. Et puis bon, ça a été difficile pendant 6 mois, et finalement on est super bons amis, on fait des trucs en famille, on va à Disneyland tous ensemble avec sa copine. Je suis là pour en témoigner. Oui. Vous avez vu tous ensemble, effectivement, et c'était assez joli à voir. Franchement, c'est assez rare, finalement. Ouais, il y a plein de gens qui sont là, what, c'est trop bizarre, genre limite, c'est pas normal, quoi, tu vois. Mais en fait si, c'est pas normal de s'en vouloir, de se tirer dans les pattes et de se détester. Alors que vous avez vécu de très beaux moments aussi. Exactement. Et des moments très forts et qu'on n'oublie pas. Non, et puis je pense surtout que on est 2 personnes qui avons assez d'intelligence que pour se dire ce sont les enfants avant tout, et c'est le bien-être des enfants qui compte. Et quand tu peux faire ton anniversaire avec ta maman et ton papa et leur nouveau conjoint, et tout le monde est là à l'anniversaire, c'est génial. Ce qui est fort quand même dans votre relation, c'est que c'est pas juste vous 2 et les enfants.
tu n'as pas gardé des contacts juste avec lui, c'est que vous acceptez aussi les conjoints de l'autre. Quel est un petit peu peut-être ton secret pour ceux qui n'y arrivent pas, qui restent sur leur rancune, qui restent... Évidemment, je me suis toujours dit, mon Dieu, si un jour je divorce, j'accepterai jamais la nouvelle femme de mon compagnon. Non, mes enfants vont pas être potes avec elle, ça c'est pas possible. Tu vois, pas de deuxième maman. Non, il y a pas de deuxième maman. J'ai pas envie qu'il y ait un lien entre eux. Ça c'est hors de question. J'étais un peu comme ça, j'étais un peu braquée là-dessus. Et puis quand c'est finalement arrivé, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu préfères ? Choisis. Est-ce que tu préfères qu'ils aient une belle maman qui est extraordinaire avec eux, qui est adorable, parce que finalement ils vont passer la moitié de leur temps avec elle. Donc tu préfères qu'ils soient bien, ou tu préfères qu'ils vivent avec une bonne femme qui ne va avoir qu'une envie, c'est qu'ils soient pas là, et d'être odieux avec eux, d'être méchant, de pas m'accepter moi, de mal parler sur moi. Et je suis tombée, j'ai eu énormément de chance que mon ex-mari choisisse une fille extraordinaire qui est super ouverte d'esprit aussi, qui est super gentille et qui m'a invitée au restaurant dès le début en disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui est trop loin, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui m'appelle en disant on a fait un shooting photo quand elle était enceinte, est-ce que j'ai le droit de publier une photo avec tes enfants, est-ce que j'ai le droit de faire une photo de famille avec tes enfants, et oui. Et j'ai dit oui parce que tu es devenu un membre de leur famille et ta fille, c'est la sœur de mes fils, quoi. Donc, tu vois, même si c'est leur demi-sœur, c'est quand même leur sœur. Et donc, je me suis dit non, je veux pas qu'elle considère mes enfants comme n'étant pas des membres de sa famille, justement. Donc, j'ai mis vraiment de côté mon ego de femme et mon ego de mère lionne, je l'ai mis de côté et j'ai dit non, j'ai envie que tout se passe bien et j'avais déjà vu des émissions de famille recomposée où les parents partaient genre au ski tous ensemble et je trouvais ça trop génial et donc j'avais dit ok, moi je veux être ce genre de parents divorcés là, je veux être les deux familles qui font des anniversaires ensemble et qui font des repas et qui partent à Disney tous ensemble et les enfants trouvent ça juste génial. Est-ce que tu sens que tes enfants le vivent bien, te remercient pour ça, sont reconnaissants, parce que maintenant Bella elle a 10 ans, c'est ça? Oui, elle va avoir 10 ans. Elle commence à se rendre compte, j'imagine, de tout ça. Que c'est pas, j'imagine qu'elle doit avoir des copines dont les parents sont séparés, ou ça se passe différemment. Ah oui. Et puis alors ils me le disent pas verbalement, mais je pense que de par leur attitude et épanouie, voilà, de par le fait que quand on va aux réunions de parents, on n'a jamais rien à nous dire parce que tout va bien et ils sont super bien dans leur peau et ils participent et on y va ensemble aux réunions de parents. Donc là-dessus, ils ont vraiment jamais rien à nous dire. Et bon, après, il y a des moments difficiles, il y a les moments du dimanche soir quand on sait que le lendemain, on part de chez maman, où c'est un peu plus compliqué. Là, par exemple, j'ai récupéré James aujourd'hui qui était parti à la mer en vacances. Et je lui ai dit, ce soir, il m'avait demandé pour regarder un film avec lui et il a fondu en larmes, c'était la fin du monde. Mais pas parce que je pouvais pas regarder de film avec lui, mais parce qu'il avait envie en fait d'être collé à moi toute la soirée parce qu'il m'a pas vu là pendant 15 jours. Donc il y a des petits moments où je me dis j'ai mal au cœur pour eux parce que parfois il y a des pleurs et j'ai pas envie de partir de chez maman et je veux rester une semaine de plus et c'était trop court, la semaine est passée trop vite et on n'a pas assez profité. Voilà. Et pourtant j'ai une chance inouïe d'avoir un métier qui me permet quand même de vachement bien moduler mes horaires et de faire en sorte que tous les matins je puisse aller les chercher et quasiment tous les soirs je vais les chercher à l'école moi, quoi. Donc c'est bien. Donc tu dis c'est moitié-moitié. Oui. Ça, on n'en a pas parlé. Donc quand vous vous êtes séparés, tout de suite vous vous êtes dit c'est 50-50. Alors au départ, comme Loïc est pompier professionnel, c'était un peu compliqué avec les gardes et tout ça. Il était seul, il n'avait pas de copine, donc c'était un peu quand ça nous arrangeait chacun, dans le sens où quand il était de garde, il venait chez moi, puis il faisait les 2 jours chez lui, puis il venait un jour chez moi. Ce système-là était compatible parce que ça fonctionnait avec nos boulots respectifs, mais pour la stabilité de l'enfant, c'était une catastrophe. Les enfants ne savaient pas qui venait les chercher à l'école, donc quand on leur demandait « vous devez à la garderie ou pas ?», ils ne savaient pas, et ils étaient là « on ne sait pas qui vient, on ne sait pas si c'est maman, on ne sait pas si c'est papa ». Donc il y avait un peu une panique de « est-ce que quelqu'un va venir nous chercher à l'école ?» Donc dès que lui a eu de la stabilité, qu'il a eu sa copine et qu'elle a pris tout de suite les choses en main aussi, et elle a pris des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, mais elle les a pris à bras ouverts, quand il est de garde, ils sont seuls avec elle, quoi.
Et elle gère mes 3 enfants et du coup maintenant 4. D'où la confiance obligatoire entre vous et, et la communication aussi. Ah ouais, non, je suis tombée sur une perle. Quelqu'un qui avait envie de s'impliquer envers les enfants. Oui, et puis tu sais, on se parle sur WhatsApp et c'est elle qui me dit il y a eu un avis dans l'affaire de James, ou il y a eu ceci, ou fais gaffe, la semaine prochaine, il faut ramener ça à l'école, ou bien moi je lui dis. Et genre parfois on se fout de la tronche de Loïc à 2, tu vois, en se disant ça y est, il a de nouveau oublié, tu sais, qu'il fallait les chaussures de gym, tu vois, et on hausse les yeux toutes les deux en smiley, donc c'est marrant, tu vois. Oui, tu vois, donc on peut et donc parfois je lui dis pour le truc je viendrai te le demander à toi, parce que sinon il va encore oublier, tu vois, donc ça franchement c'est limite marrant, quoi. Tu parlais du dimanche soir justement, donc quand vous êtes arrivé à ce moment, une semaine sur 2, tu dis que c'est dur pour eux, mais c'est dur pour toi aussi, j'imagine. Comment, est-ce que tu te souviens de ton premier dimanche soir où tu t'es dit bon, là je suis toute seule toute la semaine, quoi, sans mes enfants, quoi. Je me suis dit putain, je vais faire la fête. C'était pas si dur, quoi. C'était pas si dur. Faire la fête pour oublier. Un peu des non, franchement, je me suis dit putain, yes, je vais avoir la paix pendant une semaine, vraiment, pour être sincère, tu vois, je vais pas te mentir, je vais pas te dire non, j'ai pleuré toute l'heure de mon corps, non, j'étais putain, demain c'est fiesta totale. Et puis après le mercredi soir, t'es là, c'est un peu moins sympa finalement. Puis le jeudi, t'es là, il fait silencieux ici, qu'est-ce que je peux bien faire? Puis le vendredi, t'as rien à faire, tu te dis oh non, j'ai pas de nouveau sortir, c'est bon, j'ai plus 15 ans. Et puis le dimanche soir, t'es là, vivement demain, tu trépignes. Donc t'as la fin de semaine où t'as eu un peu dur toute la semaine, et le dimanche, finalement, tu te dis, relâche. Je vais pouvoir souffler un peu, c'est ça, quoi, tu vois, demain, je vais pouvoir me prendre un bain, regarder limite une série dans mon bain, faire ce que je veux. Mais ça dure ça dure 2-3 jours. Au bout du 3e jour, tu commences déjà à avoir difficile. Et le dimanche d'après, je suis là, vivement demain, je trépigne, quoi. Vous avez des règles entre vous? Je veux dire, ils peuvent t'appeler quand ils veulent, tu les appelles quand t'as envie. Il y a pas de c'est la semaine chez papa, donc vous gérez avec votre papa tout. Non. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment instauré, dans le sens où je les laisse vraiment chez leur papa. Donc je suis pas la mère qui va appeler tous les jours pour savoir comment ça s'est passé. Parfois je les ai pas au téléphone pendant 4 jours, et j'ai juste des WhatsApp de Loïc qui me dit tout va bien, ils vont bien, et parce que comme ça leur permet aussi de se concentrer sur ce qu'ils vivent cette semaine-là, je trouve, chez leur papa, avec ce cocon familial là et leur belle-mère, plutôt que d'intervenir et peut-être de créer un manque qu'ils n'ont pas. Parce que oui, t'oublies un peu. Ils sont dans leur activité, donc ils y pensent pas. Et te ravoir au téléphone. Voilà, me ravoir au téléphone, va leur faire maman, j'ai envie de te voir. Et si je me fais toute petite, finalement, ils oublient, ils font plein de choses, ça se passe super bien, ils passent une bonne semaine et ils sont ravis de me voir la semaine d'après. S'il y a le moindre souci ou la moindre chose, ils peuvent me téléphoner, ils le savent bien. Je leur dis de toute façon, à chaque fois qu'ils partent de chez moi, je leur dis s'il y a la moindre petite chose, vous n'hésitez pas à m'appeler maman, je suis toujours joignable, il n'y a pas de souci. Et après, pour les règles de vie, on a fait une réunion en début de séparation avec les règles à suivre chez les deux, pour que les règles soient les mêmes et pour qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'une ou l'autre chose chez maman, et que chez papa soit plus strict ou chez maman c'est plus strict. Donc on a les mêmes règles qui sont, et comme ça au moins il n'y a pas de ouais mais chez maman je peux ça, ou chez papa c'est la même chose chez les deux. Finalement dans cette séparation t'as pensé à tout, dans le moindre détail, quoi. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne aussi. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. Et puis je me suis basée surtout sur ce que moi j'ai vécu petite, c'est-à-dire un père laxiste qui me laissait faire tout n'importe quoi, et une mère ultra méga stricte, donc il n'y avait pas vraiment d'équilibre entre les deux, ni de communication. Et donc je me suis dit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez moi, que je vais pas refaire les mêmes erreurs, et donc je vais fonctionner plutôt comme ça parce que ça fonctionnera mieux, et parce que les enfants ont besoin la chose la plus importante dont les enfants ont besoin à cet âge-là, c'est d'avoir une vie régulière et finalement assez monotone, mais il y a rien de mieux pour un enfant que d'aller tous les jours dormir à la même heure, avoir les mêmes rituels. La routine pour un enfant, c'est impératif, je trouve, dans leur développement. On se dit non mais c'est chiant, mais en fait non, c'est un enfant à qui t'as pendant des mois donné le bain tous les jours à 18h, puis une petite histoire, une petite berceuse, et si tu romps cette routine, tu peux avoir des enfants qui deviennent hyper perturbés, qui tout d'un coup vont plus faire perdus, qui vont tout d'un coup plus faire leur nuit ou refaire pipi au lit, ou voilà.
Donc non, la routine et les règles, je trouve que c'est vraiment impératif. Comment est-ce que tu introduis un compagnon qui n'est pas le papa Comment est-ce que toi tu fais de ton côté à toi? Alors il faut savoir que j'ai tout le temps des amis à la maison. J'ai souvent des amis, il y a pas mal de va-et-vient avec tous des potes qui viennent manger et tout ça. Ça rend les enfants hyper sociables, ils s'entendent bien avec tout le monde, ils ont l'habitude d'être avec des adultes aussi. Et donc au début, c'était c'est un copain à maman qui vient manger à la maison, ou voilà. Comme j'ai plein de potes qui viennent à la maison, j'ai plein de garçons qui sont venus à la maison parce que j'ai un ami photographe, parce que j'ai un ami qui m'aide à faire du montage le soir, et donc pour eux c'était c'est un ami à maman et puis basta quoi, tu vois. Et puis petit à petit, une fois qu'ils s'étaient habitués à la personne en disant il est chouette, on l'aime bien, il est trop cool et tout, là j'ai dit c'est le nouvel amoureux de maman, et puis voilà. Et puis quand ça n'a plus fonctionné, j'ai tout simplement expliqué la vérité. Je dis maman et Anto par exemple, ils sont plus amoureux, et c'est pas grave, la vie continue, y a rien de grave. J'ai jamais montré que je pleurais dans mon fauteuil. J'ai jamais dramatisé devant eux. J'ai jamais dramatisé, et puis j'ai toujours expliqué que quand on n'aime plus quelqu'un, on a le droit de partir, on a le droit de se séparer. Et on a le droit de rester amis, et on a le droit de continuer à se parler sans pour autant vivre encore ensemble ou se voir tout le temps. Donc je leur fais comprendre aussi que quand les choses se font bien, dans le respect mutuel de l'un et de l'autre... Tout est permis finalement. Tout est permis. Et il n'y a pas d'obligation de rester avec qui que ce soit à partir du moment où on n'est plus bien, et à partir du moment où on ne se sent plus bien, on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un. C'est seulement avec la maturité et l'âge que j'ai compris que c'était un fait de société, et qu'on n'est plus à l'époque de nos grands-mères qui restaient toute leur vie, même malheureuses, avec le même homme, juste pour éviter le qu'en dira-t-on de la voisine d'en face qui va aller casser du sucre sur ton dos, quoi. Et pourtant, dans mon métier en tant que personnalité publique, je peux te dire que casser du sucre sur mon dos parce que j'étais souvent... souvent, et j'ai pas changé toutes les semaines non plus, je veux dire, depuis mon divorce qui était à 4 ans maintenant, j'ai connu 3 hommes, quoi. Ouais, j'ai des copines qui changent de mec toutes les semaines. C'est ça, quand même t'en aurais connu 40, on s'en fout. Bien ce que tu veux, tant que tu vis bien, exactement. Bien, et voilà. Exactement. Donc là, j'ai une fois fait tout un texte sur Insta en disant... les gars, on est en 2019, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave de changer de copain, c'est pas un drame. On peut refaire sa vie. On peut refaire sa vie sans que ce soit mal vu. Même quand on est une femme. Mais oui, exactement, c'est surtout ça, parce qu'évidemment, quand t'as... dans ma séparation, par exemple, avec Anto, c'est moi qui m'en suis pris plein la gueule sur les réseaux sociaux. Lui, il faisait des Insta Stories où il disait bonne meuf me contacter par MP, il n'y avait pas de problème. Là, c'était tout à fait acceptable, quoi, tu vois. Il est plus en couple, il s'amuse. Quelle mère es-tu ? Quelle mère as-tu l'impression d'être ? Comme je disais, une mère lionne, c'est-à-dire que j'ai un instinct hyper protecteur avec mes enfants. Quand il y a un gosse qui est odieux avec un de mes enfants à l'école ou un truc comme ça, je suis le genre de mère qui va aller dans la cour de récré, qui va aller empoigner le gamin pour lui dire mon Dieu, fais bien attention à ce que tu fais. je suis ce genre-là, quoi. Tu te touches pas à mes enfants à partir du moment où ils sont pas en tort. Quand il y a des disputes, des trucs comme ça qui sont en tort, je dis vous débrouillez, c'est votre problème. Donc je ne le suis pas dans l'extrême non plus, je suis quand même juste dans ce que je fais, mais faut pas toucher à mes enfants, quoi. Et c'est franc, et je fais en sorte qu'ils soient bien éduqués. Donc je suis quand même une maman sévère, même si je donne pas cet air-là sur les réseaux, parce que je montre évidemment que les moments rigolos, les trucs comme ça, je suis quand même assez stricte. Et là, Simon m'a dit chez toi c'est militaire, ils ont pas intérêt à dire non. Ou... c'est vrai que je n'ai jamais toléré le moindre début de crise ou de caprice, mais ce qui fait que je n'ai des enfants qui n'ont jamais fait de caprice nulle part, dans un magasin, dans un truc. Quand je dis non, ils savent très bien que c'est non. Ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Enfin non, ils peuvent pas essayer de toute façon. Dès qu'ils commencent... Ils essayent pas. Non, ils essayent pas, parce que dès qu'ils tentent peut-être d'essayer un truc, ça n'ira pas. Donc, ils le regrettent instantanément. Ils le regrettent instantanément, exactement. Donc ils le font pas, et finalement, quand c'est non, et ils comprennent, et ils sont hyper cool, quoi. Donc du coup, tu me disais, ta maman est très stricte. Donc il y a quand même une petite inspiration maternelle de ce côté-là. Oui, oui, tout à fait.
Tout à fait, parce que je pense que c'est ce qui te rend un adulte responsable et qui te permet aussi d'accepter que dans la vie, tu peux pas avoir tout ce que tu veux quand tu veux, quoi. Et c'est comme ça, dès que tu grandis, et t'as des contraintes dès le moment où tu rentres en première primaire. Donc, il faut les habituer tout de suite à ce que tout ne se passe pas comme toi, t'en as envie, quoi. Quand tu vas être assis sur ta chaise pendant 8 heures à l'école, tu vas devoir être assis sur ta chaise pendant 8 heures à l'école. Et faire avec. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qu'on ne t'a pas dit quand tu es devenue mère ? J'aurais aimé qu'on me parle dès le début des autres alternatives de l'accouchement. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, parce que j'aurais adoré avoir un accouchement aussi beau que j'ai eu pour le 3e, pour mes 2 premiers enfants. Donc j'aurais aimé qu'on me parle d'une structure comme le Cocon à Erasme, qui est géniale et dont j'avais absolument pas conscience de l'existence. Donc ça, j'aurais bien aimé. Et sinon, pour les enfants, je dirais quelque chose que j'aurais apprécié qu'on me dise. C'est qu'on n'a jamais fini avec le linge. Non, ça n'existe pas en fait. Tu ne peux pas avoir un jour fini avec le linge. Tu n'as jamais ta maison parfaitement rangée et tu as toujours du linge qui s'accumule, même si tu viens d'avoir fini, ouais. Mais ça, c'est un truc, si je pouvais donner un conseil aux mamans qui m'écoutent, c'est franchement... faites des choix dans la maison, même si tout n'est pas parfait. Moi, parfois, y a 3 kilos de linge qui se sont accumulés... Mais en attendant, j'ai regardé 2 films avec eux dans le fauteuil, ils ont trouvé ça génial, ou j'ai été me balader, ou j'étais au cinéma avec eux, ou j'ai fait plein de trucs. Donc je délaisse parfois certaines tâches du quotidien que je remets à plus tard, et tant pis si c'est pas fait le jour même, c'est rien de grave. Je pense qu'il faut privilégier plutôt les moments ensemble, et les moments ensemble avec les enfants et les moments seuls. Ça, c'est un truc que j'aimerais trop dire, et je pense que c'est très important, de ne jamais culpabiliser, d'avoir besoin d'être seul, d'avoir besoin de faire des choses pour soi, que ce soit du sport, que ce soit aller au cinéma, que ce soit aller boire une bouteille de vin avec une copine, que ce soit d'aller une fois danser en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin, de se dire j'ai envie de partir avec mon copain en vacances pendant 10 jours sans les enfants. Ce n'est pas grave. Il faut arrêter de dire oh mon Dieu, si tu n'es pas tous les jours avec tes enfants à la maison et que tous les jours tu ne fais pas des trucs avec tes enfants et que oh mon Dieu tu as pris une babysitter, c'est pas grave. Les enfants, ça les embête pas. Les enfants ont besoin de moments de qualité, mais ils ont besoin de parents de bonne humeur qui sont disposés à faire plein de choses avec eux et qui sont bien eux dans leur propre vie aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des parents qui ont accumulé toute leur vie des frustrations et qui te le font ressentir tôt ou tard. Donc pas de culpabilité à avoir des moments pour soi et avoir des moments de couple. Surtout quand les enfants sont tout petits, se dire même si mon petit a 3 mois, je le laisse une nuit chez papy et mamie pour retrouver un moment de privé avec mon conjoint, par exemple. C'est super important. En tout cas, c'est une très belle manière de conclure. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit message positif que je partage entièrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé le blog. Donc, voilà. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.